troisième étape de notre grande tournée internationale. On était en Algérie, en Espagne, on est maintenant en Côte d'Ivoire avec ce soir Aurélien Tirsin, reporter RMC Sport qui est là avec moi. Aurélien, bonsoir. Salut à tous, salut les amis. On accueille ce soir Robert Malm, ancien international togolais, messieurs, qui est avec nous, qui est ici pour Beansport, bien sûr, et qui nous fait des petits crochets dans notre studio. Salut Robert. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue parmi nous. On a également deux auditeurs de l'After qu'on a trouvés là en goguette à Abidjan. Ils sont là, Camille et Thomas. Salut les gars. Salut Gilbert, bonjour à tous. Bonsoir messieurs, ravi d'être là avec vous. Vous expliquer ce que vous êtes venus faire à la CAN, les gars. Bien sûr. A priori, vous n'avez pas trop un physique d'ivoirien. Non, pas encore. Si, la chemise. Ouais, la chemise. chemise. Pour ceux qui ne voient pas, il y a une belle chemise. Ouais. Je sais pas si elle vient du marché de Trècheville, celle-là. Non, mais voilà, elle est aux couleurs un peu de la Côte d'Ivoire, c'est parfait. Très bien, ça passe. Alors, l'événement évidemment aujourd'hui, ce sont les matchs du jour et la rébellion des petits. Incroyable, le Cap-Vert, le Mozambique, la Guinée équatoriale. On va analyser tout ça, d'autant qu'on était un peu tous au match aujourd'hui. Et bien sûr, le 32-16 est ouvert. Si vous êtes supporter de ces équipes, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters de la Mozambique qui vont nous appeler au 32-16 à 1h du mat. Mais bon, c'est jamais, vous nous écrivez sur Direct Studio. Et puis on peut aussi parler évidemment de l'Égypte et des équipes qui n'ont pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, le Ghana également. Et puis on parlera des matchs de demain, parce que demain il y a du très très lourd avec l'entrée en compétition du Sénégal, de l'Algérie, du Cameroun. Là aussi, le 32-16 est ouvert, sans oublier l'acte du jour. Voilà, c'est parti pour l'After CAN pendant 1h30. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'After CAN en direct d'Abidjan. Bon les gars, on s'y attendait pas à la rébellion des petits quand même. C'est assez fou ce qui s'est passé aujourd'hui. Robert, toi t'as été un peu partout là. La Guinée équatoriale qui ne perd pas face au Niger partout. Le Mozambique qui a bien failli battre l'Égypte avec le retour des Égyptiens en toute fin de match. Et le Cap-Vert, alors là c'est la sensation de la soirée. Tu vas pas nous dire qu'il n'y a plus de petites équipes? Non, je me doutais bien que tu allais me dire ça et que non, je vais pas te dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais même te dire plutôt que le football africain évolue d'année en année, de Coupe d'Afrique en Coupe d'Afrique. On a eu un petit peu avec Madagascar, un petit peu il y a quelques années de ça, effectivement, ces nations dont on pensait que finalement elles se qualifient, j'irais par moment un peu par miracle, mais qui une fois dans la compétition, elles savaient poser énormément de problèmes. Et puis dans ces sélections-là, bon, peut-être c'est à part celle du Mozambique, mais comme tu disais, Madagascar ou d'autres nations, notamment celle du Cap-Vert aussi. On a des joueurs qui sont passés aussi par notre championnat. Je pense à Steven Moreira pour le Cap-Vert qui est passé par notre championnat. Donc voilà, c'est tous ces joueurs-là qui progressent aussi de club en club et ce qui font qu'aussi que ces sélections-là aussi deviennent compétitives, tout simplement. Après, la question, c'est est-ce que c'est les petites nations qui progressent ou c'est les grandes qui régressent? Parce que quand tu vois le Ghana aujourd'hui, il n'y a plus les grands joueurs qu'il y avait même il y a 10 ans. Alors il y a des fois aussi des trous générationnels aussi dans certaines sélections. On parlait un petit peu d'hier aussi par rapport à la Côte d'Ivoire, la génération Drogba, qui a laissé un lourd héritage. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un attaquant digne de ce nom qui va pouvoir remplacer Drogba? Et puis finalement, tu te rends compte que sur certaines sélections, il y a encore un collectif qui arrive à se sortir de là et à amener effectivement des résultats pour ces nations-là. Par contre, pour d'autres, je me fais un tout petit peu plus de soucis. Notamment, on a vu le Ghana ce soir. Quand tu vois comment le Ghana perd et surtout le second but, comment il est encaissé, tu te dis non, à ce niveau-là, c'est pas possible. Ouais. Alors, on parle de petites nations. La Guinée équatoriale, c'est quand même une équipe qui a déjà fait des parcours en CAN, qui a reçu la CAN. Le Cap-Vert, ils ont été en quart de finale il n'y a pas si longtemps. 2013. Donc, est-ce que c'est vraiment finalement des surprises? Enfin, quand on analyse un peu à froid, je veux dire, pas tant que ça au fond. Le Mozambique, si je peux me permettre, Robert, c'est une surprise énorme quand même. C'est leur troisième match nul de l'histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient fait match nul contre la Tunisie, mais là c'était les années 80, si je dis pas de bêtises, 82 je crois. Et après, là, ils ont failli taper l'Égypte, qui est l'équipe qui a gagné le plus de CAN. Donc là, quand même, c'est une surprise énorme. Et j'ai vu un journaliste mozambicain à la fin du match. C'était évidemment la fête à Maputo. Je ne sais pas dans quelle mesure le foot est prépondérant au Mozambique, mais là, quand même, c'était le plus beau jour de leur vie. On a vu aussi des joueurs, il y avait Reinildo
Et pardon, j'ai un trou de mémoire sur l'autre francophone de l'équipe, Mécher, évidemment. oui, ouais. Mécher et Reinildo, les deux francophones, voilà, ils sont chauds. Maintenant, ils veulent aller loin dans la compétition, hein, comme tu dis, Robert, comme d'autres équipes. Alors, on va parler aussi de la formule, parce que peut-être que la formule fait que les gros d'entrée, parce que tu as les meilleurs troisièmes qui se qualifient. Hein, donc, peut-être on donne pas tout d'entrée. Stratégie aussi, je sais pas, on va en parler. On accueille Karim Baldé qui est avec nous, qui est journaliste indépendant et qui est là à la CAN et qui est aussi passé nous voir ce soir. Salut Karim. Bonjour Gilbert, bonsoir à tous. Attends, micro, pop, ça y est, ça marche. Ça va? Oui, ça va super. T'arrives du stade, toi? Exactement, tout droit du stade. On ça travaille bosse. pour pas mal de chaînes via mon agence de presse qui s'appelle Baldé Productions. Et on travaille avec pas mal de diffuseurs, des agences de presse britanniques et des chaînes françaises, France Télévisions notamment sur cette CAN, France 24 RFI et puis d'autres médias également, africains, tu New vas nous World parler TV, de ton etc., parcours, etc. c'est intéressant. Ça peut donner envie aussi à des jeunes qui veulent se lancer dans le métier. Vous les deux, là, comment vous avez atterri en Côte d'Ivoire, Camille et Thomas? Déjà après presque 13 heures de voyage, non, mais en fait, on est venu en Côte d'Ivoire pour découvrir la CAN, visiter l'Afrique et aussi découvrir la culture foot africaine. Donc voilà, on fait plusieurs matchs. Donc vous avez organisé votre petit voyage comme ça, tranquillement, quoi? Absolument, tous les deux, entre amis. Et donc voilà, on a programmé plusieurs matchs. Et donc pour l'instant, ça commence très bien, c'est super. Là, dans l'ambiance CAN, pour l'instant, ça va, vous vous sentez dedans, là? Ça va. Parce que là, vu la journée d'hier, franchement, pour démarrer, bien sûr. Pour découvrir la CAN, c'était parfait. Et on sent vraiment que la Côte d'Ivoire et les habitants sont vraiment heureux et fiers de recevoir la CAN, de recevoir les étrangers. Et c'est vraiment plaisant, quoi. C'est vrai. Vous êtes tous d'accord pour l'instant? Ah oui, pour l'instant, tout va bien. Il y a quelques galères de transport pour aller au stade d'ouverture. Au final, ça rentre dans l'ordre. Tu vois, hier soir, on a mis 2h30 pour rentrer du stade, mais c'est des Ivoiriens qui nous ont ramenés dans leur voiture. Donc c'est aussi des expériences. Quand tu rentres du Stade de France, parfois, tu peux. C'est pareil. 2 heures pour rentrer chez toi. Là, il n'y a personne qui va te ramener dans sa voiture. Là, c'est sûr. C'est ça. C'est l'hospitalité ivoirienne. Ça fait chaud au cœur. Et voilà, c'était hier, nous, on est allé au stade à pied. C'était incroyable. À pied? Ouais. Ah oui, s'il n'y avait pas le sticker, fallait marcher longtemps apparemment. Ouais, on a fait c'est kilomètres vrai, à pied, mais ouais. ça valait le coup. Comme dirait Thomas Gilles, l'expérience prouve que, et comme c'est ma 3e CAN, du coup j'ai fait en sorte d'avoir un sticker voiture avant d'y aller pour arriver directement devant le stade. On n'a pas eu ce privilège, mais... Faut qu'on parle parce que le sticker voiture, on le cherche toujours avec Bruno, notre technicien là. Si t'as des plans, on prend. Bon, vous étiez aussi au match, donc on va pouvoir en parler ensemble. Puis après on parlera des matchs de demain, on a le temps, mais démarrons par ordre un peu d'apparition aujourd'hui là. Le Nigeria, hier soir on disait attention, le Nigeria c'est une équipe un peu bizarre, c'est moins bien, beaucoup d'attaquants performants, mais milieu derrière c'est pas trop ça. Finalement Robert, confirmation, aujourd'hui t'étais au match, t'étais déçu par le Nigeria? Confirmation, alors déçu par le Nigeria par son manque d'efficacité tout simplement, parce que malgré tout, ils se sont créés pas mal de situations, et notamment par Victor Osimhen, même si les buteurs, un petit peu heureux sur son but quand même, parce que la tête n'est pas très académique, mais on s'en fout. Là, à la rigueur, le ballon rentre, c'est le principal. Mais énormément de situations, et puis à un moment donné, quand tu ne tombes pas efficace, je ne vais pas inventer le football, hein, c'est l'adage, hein, à un moment donné... une seule situation pour l'adversaire, ça finit au fond, et puis tu cours après le score, finalement tu reviens quasiment tout de suite derrière, et puis tu as les situations pour pouvoir marquer, tu le fais pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu te rends un match compliqué, voire un match moyen, pour reprendre l'expression du coach. Tu te fais un match très moyen, et puis finalement, tu te mets une pression d'entrée de jeu à l'entrée de cette CAN. Exactement. À la Guinée équatoriale, il y a un type extraordinaire, c'est le buteur là. À chaque CAN, il est là, celui-là. Il joue en D3 espagnol, Salvador, il s'appelle, c'est ça? Ivan Salvador. Et puis les mecs, ils s'arrachent avec sa sélection. Déjà, chose atypique dans une équipe africaine, c'est un blanc dans une équipe d'Afrique. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ivan Salvador. Il joue à Ceuta, vous savez, l'enclave espagnole. Au nord du Maroc, et puis à chaque fois il s'arrache, et à chaque CAN on le revoit. La dernière fois il avait les cheveux roses, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me souviens bien, on le voyait souvent dans les zones mixtes d'ailleurs, c'était facile à reconnaître du coup. Bon, étonnante équipe quand même,
de la Guinée équatoriale. Pas mal de joueurs qui jouent en Espagne dans des petits clubs. Il y a quand même des joueurs, ils arrivent à sublimer, Robert, avec la sélection. Lui, là, Salvador, c'est l'exemple. Oui. Ben, c'est pas le seul, il y en a plusieurs. On parlera tout à l'heure effectivement du Mozambique, mais il y en a certains aussi. Je crois que leur capitaine, alors j'ai oublié son nom, mais qui a plus de 40 ans et est encore fringant. Oui. A fait une bonne première période, est sorti. Alors pourquoi? Pour un choix tactique, on n'a pas eu les raisons, mais oui, tu as des joueurs des fois qui sont en Belgique, dans le fin fond de la Belgique. Tu prends au Paris Djoko hier. Effectivement, l'ancien gardien de Clermont. Ancien gardien de Clermont qui joue dans un club belge dont j'ai plus le nom, mais tu te dis à un moment donné, tu as des garçons, tu vois, qui disparaissent de la circulation, je dirais entre guillemets, pendant le championnat, et que tu retrouves sur des compétitions comme la CAN. Il y en a même certains qui n'ont pas de club, et puis que tu retrouves en sélection. Donc oui, certains arrivent à se sublimer. La sélection leur permet de pouvoir soit retrouver un club ou justement d'exister. Mais il n'y a que l'Afrique qui peut offrir des choses pareilles, avec les sélections, avec des histoires au bout. Et c'est ce qui fait aussi le charme de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai. Mais c'est ce qui fait aussi que certains disent ouais, ça veut dire que le niveau est nul. Non, pas obligatoirement. Non. Mais après, non, on peut pas dire que le niveau est nul. Je suis pas d'accord quand on dit le niveau est nul. Je me suis battu avec Jérôme Bretagne la semaine dernière. Je sais, j'ai entendu. J'ai entendu. T'as envoyé et je suis bien content. Je suis bien content. Mais non, on peut pas dire que le niveau est nul. Non, je suis désolé. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas eu la chance d'en pouvoir jouer une. J'étais pas très loin. Alors oui, tu me diras, derrière, j'ai joué une Coupe du Monde, peut-être, mais une Coupe d'Afrique des Nations, c'est comme pour Jérôme, c'est un championnat d'Europe des Nations, c'est pour une Copa América pour les Sud-Américains, c'est une Coupe d'Asie pour les joueurs sur le continent asiatique. Donc, non, cette compétition-là, il faut, la respecter, 2, elle n'est pas nulle parce qu'on a quand même des joueurs qui se révèlent et grâce à cette compétition, on peut trouver des clubs. Et puis surtout... on dit qu'elle est nulle ou elle dérange parce qu'elle est peut-être mal placée à un moment donné de la saison, tu vois, en cette période de janvier. En fait, la vérité, mais on ceux connaît. Qui n'ont pas entendu ce débat, on entend toujours les mêmes idées reçues sur les terrains sont nazes. Ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Voilà. L'arbitrage est nul. Non, pour l'instant. Pour l'instant, on a un sans faute. Non, sincèrement, on a eu un sans faute. Les matchs sont chiants. Franchement, ceux qui ont vu Égypte-Mozambique aujourd'hui, s'ils trouvent que c'était chiant, c'est que là, c'est. Non, mais on est d'accord. Bon, je sais pas. Parce que d'habitude, je regardais les moyennes de but des CAN. Oui. On était toujours à peine 2. Il y a déjà plus de la moitié des finales qui sont terminées depuis 40 ans sur des tirs au but. Donc c'est quand même assez récurrent que les matchs sont très très fermés. Là, ça commence plutôt bien. Tu vois, il y a moins de buts que dans un Euro, dans une Coupe du Monde en général. Oui. Et là, ça commence plutôt très bien. 2-2, voilà, 4 buts dans un match. C'est assez rare. C'est vrai qu'on a l'impression que ça joue quand même plus de l'avant. J'ai commenté quelques matchs de la dernière CAN, c'était plus fermé, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais aussi au commentaire de la dernière CAN. Je regardais notamment l'Égypte, quart de finale, demi-finale, finale, ils ont marqué un but. Tu restes derrière et t'attends. Un but. Donc tu te dis, aujourd'hui ils en ont mis 2. Donc tu te dis, tu vois, non, mais blague à part, c'est vrai que c'est beaucoup moins fermé, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut que ça perdure, que ça aille. C'est les premiers matchs, c'est vrai. Les seconds là qui vont arriver dans quelques jours vont être couperés pour certains. Quand tout le monde jouera effectivement son troisième match, j'espère que personne ne calculera et comme tu l'as dit Gilbert, le meilleur troisième va être qualifié aussi, donc ça ouvre aussi les perspectives et qui permet peut-être aussi à des nations qui ne sont pas habituées à évoluer à ce niveau-là, justement d'être présents au rendez-vous. Salim au 32-16 est avec nous. Salim, bonsoir. Salut Gilbert, salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Super. Ouais, ça va. Moi, en fait, j'ai suivi les matchs là aujourd'hui. Ouais. Alors moi, il faut savoir, je regarde ça avec un œil. Je regarde pas ça avec un œil football de club, Ligue des Champions. Moi, j'ai vraiment un œil de football sélection. C'est-à-dire que moi, je m'attends à ce genre de match. Je contextualise beaucoup. Là, j'ai par exemple, pour moi, la Guinée équatoriale contre le Nigeria, c'est pas trop une surprise parce que quand on regarde la dynamique des deux équipes, Nigeria restait sur 2 matchs nuls contre le Lesotho et contre le Zimbabwe en éliminatoire Coupe du Monde, alors que la Guinée équatoriale avait pris les 6 points en battant la Namibie et en allant gagner à l'extérieur contre le Liberia. Vous avez parlé d'Edou Salvador. Edou Salvador, c'est un bon joueur en sélection. Il est très très bon en sélection, Edou Salvador.
qui avait la teinture rose durant la dernière CAN. Il a été très bon aujourd'hui. J'ai bien aimé ses ouvertures pied gauche, sa vision de jeu. Franchement, moi j'aime bien quoi, les gars. Moi franchement, j'ai bien aimé ce match-là. Voilà. Après, pour parler du second match, le Mozambique contre l'Égypte, les gars, je tiens à vous informer que c'est la composition la plus offensive de l'Égypte depuis, je crois, 98, que je suis les CAN depuis la CAN. Avec le nouveau coach, il y a tout qui a changé. Non, mais Gilbert, pour tu sais qu'il a joué avec 4 joueurs. Il a joué avec 4 joueurs à vocation offensive. Il a mis Zizou, il a mis Mossala, il a mis Mostafa Mohamed, il a mis Trezeguet. Ouais, mais Marmouche, il est sur le banc. Ça, c'est décevant. Oui. Ouais, mais Marmouche, il faut savoir qu'en sélection, les supporters égyptiens lui reprochent son manque d'efficacité. Le problème de Marmouche en sélection, c'est qu'il rate beaucoup. C'est pour ça, en fait, moi ça m'a pas surpris de le voir sur le banc. Mais les gars, il a joué avec un double pivot, c'est-à-dire il a joué avec Fathi au milieu et El Neni seulement. Et il a joué avec Zizou, joueur offensif, Mossala en genre de faux neuf. Exactement. J'ai pas compris pourquoi c'est ce que j'allais dire. Droit. C'est ce que j'allais dire. Et ça, j'ai pas compris. Mais il faut dire aussi que le résultat, voilà, l'Égypte ouvre le score, aurait pu mettre le deuxième. Par contre, le Mozambique, c'est la meilleure équipe du chapeau 4, les gars. De toute la CAN, c'est la meilleure équipe du chapeau 4. Le Mozambique reste sur une victoire au Botswana en éliminatoire Coupe du Monde. Ils avaient perdu contre l'Algérie, mais Mandrea avait fait un très grand match. Ils avaient dominé pratiquement toute la première période. Et vous pouvez demander aux Algériens, au Mozambique, c'était pas facile. Là, franchement, il y a des bons joueurs, on connaît mes chers. Il y a Dominguez, c'est lui le vétéran. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, il est très 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 bon. Et il y a donc mes chers, il y a Renildo et il y a un mec, bon je vais en parler, il est pas là. Il s'appelle Miki Soné. Alors c'est un immense espoir du football mozambiquin. Il était au Simba, il avait été transféré à l'Ali en Égypte et puis il a disparu. Alors que c'était le plus grand espoir. On se faut vous dire en gros qu'ils sortent des joueurs les Mozambicains. Et bon là il est pas là, mais c'est pour dire ils sortent des joueurs et ils sont bons. Les Mozambicains, c'est une bonne équipe, c'est une équipe compliquée à jouer. Et ils avaient fait match nul contre la Tunisie, c'était lors de la CAN 96 en Afrique du Sud. Et après la Tunisie était allée en finale cette année-là en 96, c'était l'Afrique du Sud qui avait gagné. Mais c'est pour vous dire ouais, Mozambique, voilà, gros résultat pour eux. Dommage, ils sont passés tout près des 3 points, de prendre les 3 points de la victoire. Mais très sincèrement, moi l'Égypte, je vous dis, je vous le répète, hein. J'ai jamais vu l'Égypte aussi offensive. Depuis 98, j'ai jamais vu une composition comme celle-là. Donc je pense que ça va critiquer le coach, hein, les gars. Ça va c'était la douche froide parmi les supporters, hein. Les supporters et les journalistes égyptiens, parce qu'au début, Victoria le coach. C'est vrai qu'on rappelle ça. Ouais, mais tu dis que c'est la première fois que tu vois l'Égypte aussi offensive. Moi, de mémoire, pour les avoir commentés, notamment lors de la dernière CAN, quand tu mets Marmouche, quand tu mets Mossala, quand tu mets Mostafa Mohamed, déjà ces 3 joueurs-là, sur le plan offensif, c'est déjà quelque chose. Alors peut-être qu'au milieu, c'était peut-être un peu moins, des joueurs un peu moins, si tu veux, portés sur l'offensive. Après, tu sais, offensif, ça ne veut pas dire parce que tu mets 10 attaquants, tu vas être beaucoup plus offensif. Après, tout va dépendre de ce que tu vas mettre dans ton animation. L'animation offensive que tu vas avoir, tu sais, tu peux avoir des joueurs un peu moins portés vers l'avant, mais si ton animation offensive, tu as décidé d'aller haut, d'aller chercher haut ton adversaire et de l'étouffer, et puis à un moment donné, d'être très rapide dans les transitions, là, on va dire, c'est offensif, mais finalement, tu n'as peut-être pas autant de joueurs sur le plan offensif. Alors, je rejoins un peu ce que tu dis, et oui, effectivement, que c'est certainement la formation avec le plus de joueurs sur le plan offensif. Après, tu vois, moi, sur ce match-là, ils ouvrent le score assez rapidement, puis ça ronronne un petit peu derrière. Ouais. Et ce qui a permis au Mozambique, à un moment donné, de mettre le nez à la fenêtre 2-3 fois, et notamment par Witi qui rate sa tête dans un premier temps et frappe à côté après sur un super pivot. Mais ce qui est arrivé après ne m'a pas surpris. Ça sentait le Trafalgar, le coup de Trafalgar. Il est arrivé. Et malheureusement pour le Mozambique, après d'avoir accepté de cette domination égyptienne sur la fin, il s'est passé ce qui s'est passé avec l'égalisation. Salim, en tout cas, tu m'as impressionné sur le Mozambique. Hein. Là, connaissance du Mozambique. Ah oui, là. Moi, je suis bluffé. Moi, je savais juste qu'ils avaient une Kalachnikov sur leur drapeau, ce qui est déjà un peu original. mais Gilbert, moi, le football africain, en fait, pourquoi je connais beaucoup de joueurs africains? Parce que moi, le football africain, je le suis même de club. Raison pour laquelle il y a des joueurs que je connaissais, comme je te parlais de Miki Soné, c'était vraiment un super espoir. Et malheureusement, il y a le Clésio, là, le numéro 10 qui est rentré. Il est pas mal, hein, Clésio. Ah, très bien. Oui. Ouais, et puis je voulais dire aussi, parce que j'avais oublié de parler du gardien de but de la Guinée équatoriale, Rezus Ovono, qui est un jeune gardien et qui est là depuis longtemps.
parce qu'il est vraiment jeune, je crois qu'il a 22-23 ans, il est là depuis je crois 3 ans en Guinée équatoriale ou 2 ans qu'il est titulaire, et franchement c'est un des bons gardiens du continent. C'est pour ça en fait je voulais parler de lui, Jesus Ovono, le gardien de la Guinée équatoriale. Et la Guinée équatoriale, il faut savoir que la dernière CAN, ils ont pris que 1 but en 3 matchs en fait. La dernière fois, et ils étaient passés deuxième, ils avaient battu l'Algérie. Donc la Guinée équatoriale, dernier quart de finaliste. Donc eux, voilà, je voulais dire ça aussi par rapport à eux. Et j'aime bien parler de ces équipes-là parce qu'on n'en entend pas trop parler. Et voilà, je veux aussi féliciter le Cap-Vert qui a réussi à battre le Ghana. Et le Ghana qui reste sur malheureusement des résultats compliqués parce qu'il avait perdu contre on va le Comore. détailler un peu le Ghana. D'ailleurs, Djikou a été élu homme du match alors que le Ghana a perdu. C'est assez étonnant. Même s'il a fait un bon match, lui personnellement, oui, on reconnaître. Tu l'as vu? Ah ouais. Ouais, effectivement, parce qu'il est passé assez tardivement en zone d'interview, en zone mixte, et il cachait pas sa déception. Et encore pire, Jordan Ayew qui quand même balance quand même pas mal. On va en parler dans quelques minutes. Merci Salim, on se rappelle pour la Tunisie, parce que je crois que t'es supporter de la Tunisie. Oui, on se rappellera. Oui, avec plaisir, on se rappellera. Puis on n'oublie pas que le Mozambique, c'est quand même, je crois, le pays natal du regretté Eusebio. Exactement, oui. De pas mal de joueurs portugais, donc, effectivement. Sono, Mozambique. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est aussi le pays de Vata. Vous savez, la main de la fameuse main, oui. La main de Vata, voilà. Salut Salim, bonne soirée, bonne nuit. Salut, merci les gars. À très bientôt. Merci, je vous écoute. Dans un instant, on est de retour. On va continuer de parler un peu de l'Égypte parce qu'on a du monde pour en parler. Et puis vous allez nous raconter ce que vous avez pensé du match. Vous aussi, les gars, Camille et Thomas, on est encore là pour une petite heure ensemble pour analyser cette journée et parler des matchs de demain parce que demain, c'est du méga lourd. Hein. Demain, Cameroun. On va vous raconter ce qui se passe pour André Onana. Il est actuellement dans l'avion. Comme prévu, on a même la photo. Vous allez sur le compte Twitter d'RMC Sport. Il arrive. Voilà, bilan carbone d'André Onana, pas top. Mais si ça fait gagner le Cameroun, pourquoi pas. Alors on continue le débat dans quelques instants. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires. En direct d'Abidjan dans notre petit studio là, à l'hôtel Novotel. Voilà, si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer nous voir. La table est ouverte, le studio est ouvert. On est sur RMC, on est également sur YouTube en direct. Hein. Vous voyez les petites caméras, ça c'est. On est suivi. Vous êtes, peut-être qu'à cette heure-là, c'est pas non plus, on va pas se mentir, on va faire des records d'audience. Mais le podcast est dispo, donc c'est surtout ça le plus important. Vous pouvez podcaster l'After CAN et l'écouter toute la journée, notamment vu des matchs de demain. Robert Malm est là. Aurélien Tirsa, reporter à RMC Sport. Karim Baldé, tu vas nous raconter un peu ce que tu fais dans quelques instants. Et puis deux auditeurs de l'After, fidèles, j'espère. Camille. Absolument. Vous podcastez tout ? Oui. Presque. Surtout les drôles de dames. Abonné à la revue ? Absolument, je l'ai dans le sac. Ça, c'est les vrais, ça. Tu vois, Aurélien, ça, c'est les vrais. Ouais, mais bien sûr. Bravo, ça, les gars. Fort. On vous garde. T'as répondu un petit peu trop lentement sur le oui, tu podcastes tout, mais ok. Bon, du coup, vous avez vu quoi comme match aujourd'hui là ? On a vu les deux matchs Égypte-Mozambique. Donc voilà, et puis celui d'après. Ouais, Ghana-Cap-Vert. Ghana-Cap-Vert. Ça va, vous êtes bien tombé parce que franchement, c'était match. Ouais, Qu'est-ce que vous retenez avant tout parce que là, vous avez expérience aussi publique, découverte. Donc là, votre bilan de la journée, c'est quoi ? Bilan de la journée, c'est plutôt bonne organisation. Déjà pour accéder au stade, pour se déplacer, puisque ce stade-là est en ville ouais. par rapport à celui d'hier qui est à 35 km de la ville. Mais voilà, très 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 bien. Et puis après, l'ambiance en tribune,
très bonne aussi, très festive, avec beaucoup de supporters du Ghana qui étaient là présents quasiment dès le début. Égypte-Mozambique, le stade était pour le Mozambique à fond. Hein. Ouais. Alors, sauf à la fin quand Salah a tiré le péno. Franchement, là où ils sont bons, c'est qu'ils sont pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a un but ou une action, on est pour l'action offensive. C'est vrai que ça change du football européen où chacun est un peu derrière son pays ou même son club pour les clubs. Tu vois, ici, petite parenthèse, vas-y, mais hier, lorsque la Guinée équatoriale est arrivée sur la pelouse, où on a une Guinée-Bissau, Guinée-Bissau, pardon. Les noms étaient énumérés au fur et à mesure, quoi que ce soit. On n'a pas entendu un seul sifflet. C'est vrai. Après la sélection, je trouve ça. J'ai été assez surpris quand même, parce que on peut être assez chauvin un peu partout dans le monde, et notamment sur le continent africain. On aime bien affirmer effectivement que voilà, ça se passe bien chez nous, mais j'ai trouvé l'ambiance, l'état d'esprit. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais par rapport à ce que tu disais, ça m'a fait penser à la rencontre d'hier et surtout tout ce qu'il y a eu autour. On va tout à l'heure entendre Claude Leroy qui parle de l'ambiance hier parce que lui il était déçu. Lui, plus déçu par l'ambiance qu'il y a eu durant la rencontre. Surtout de la part des supporters ivoiriens, il les a pas trouvés assez implicables derrière leur équipe. Je suis d'accord. Ouais, absolument. En fait, l'avant-match était vraiment bien, très très festif, mais après une fois que le match a commencé, le public s'est assez éteint. Ouais. C'était assez calme. La première mi-temps était poussive aussi du côté des Ivoiriens, donc ça a pas aidé. Mais c'est vrai que le stade s'est pas trop enflammé et a pas trop poussé son équipe. Et d'ailleurs, mini coup de gueule, c'est pas dans le stade, mais les vuvuzelas, il y en a partout en ville. C'est bien. C'est bon, ça fait 14 ans, faut arrêter quoi. Même dans les embouteillages du retour, t'as la vitre qui est ouverte et oh non. Tu veux pas dormir ici. Il y a les différentes tailles. Ah ouais. Avec différents sons, des fois t'as l'impression que c'est un smirmoc. Exactement. On n'est pas là pour dormir ici, tant pis. Moi, de mon expérience, l'Afrique, c'est toujours du bruit. Ils ont interdit. C'est le continent le plus bruyant qui existe. Il y a du bruit tout le temps, partout. Bien sûr. Voilà. C'est vrai. Karim, raconte-nous un peu ce que tu fais là. Donc toi, tu es jeune journaliste. Tout à fait. Jeune, je sais pas si je suis si jeune que ça. J'ai 33 ans, c'est jeune. Oui, c'est bon, ça va. Franchement, tu les fais pas. Voilà. Et donc, tu as créé ta propre... plutôt que d'intégrer une rédaction comme nous, là. Sans courage, avec un salaire à la fin du mois. Toi, tu t'es dit, tiens, je vais être journaliste entrepreneur. C'est ça, exactement. J'ai créé mon agence de presse qui s'appelle Baldé Productions. Je l'ai créé avec mon associé Louis Decroix qui doit m'écouter, qui est à Yamoussoukro justement et que je vais rejoindre demain pour les 2 matchs dont on va parler plus tard dans l'émission. Et c'est parti d'un constat très simple, c'est que moi j'adore le football africain, je suis moi-même d'origine guinéenne de par mon père et comorien de par ma mère, en plus d'être né et grandi en France. Et à un moment donné, j'étais dans les rédactions, mais j'étais en desk, c'est-à-dire que je n'allais pas sur le terrain. Et moi, ce que je voulais, c'était aller sur le terrain, aller sur les terrains de foot, de sport généralement. Et j'adorais les sportifs africains et je voyais dans les zones mixtes, etc., tous les médias comme RMC, l'équipe et ainsi de suite, aller vers les grands joueurs. Mais pour les joueurs africains, et Robert le disait, avec plein de belles histoires, plein d'histoires parfois loufoques, parfois touchantes, et ben, il n'y avait pas assez de médias, pas grand monde pour aller les voir. Et moi, je me suis dit, au lieu d'aller voir Neymar, je vais peut-être aller voir Issa Gassila, par exemple. Et à partir de là, on a commencé à vendre, on a fait une émission pour la télé guinéenne, qui s'appelle Espace, c'est la principale chaîne privée du pays, la principale radio privée du pays également, en 2016. Et comme ça a bien marché, et comme on s'est intégré dans les stades, en France, en Europe, etc., et là, on s'est dit, c'est le bon coup. On va créer notre entreprise et notre premier gros coup, il y en a eu 2. Un, c'était Lucien Hernandez, un son de la maison. À l'époque, il était coach de la Guinée. Et puis, la mère des Pogba en exclut pendant l'Euro 2016. Et à partir de là, ça nous a lancé et on a créé notre société. Et puis là, on a commencé à travailler avec TV5 Monde, Canal+ Afrique, puis plus tard la BBC, l'agence Perform également, puis la France Télévisions. Et je sais pas, il y a pas mal de diffuseurs dans tous les sens dans ma tête depuis le début de cette canne. T'as fait quoi comme parcours universitaire pour faire ça ? Moi, j'ai fait. Alors, moi, je viens de Saint-Denis à la base. Je suis né là-bas, j'habite toujours là-bas, lycée Sugère, et puis ensuite Sciences Po, surtout, qui m'a ouvert pas mal de portes. Et. Master journalisme à Sciences Po. Mais je n'étais pas fait pour être entrepreneur. Journaliste, oui, mais entrepreneur, c'est venu parce que mon idée, je voyais qu'elle fonctionnait bien, parce que ça prenait une étude de marché, comme on dit dans le jargon. Il paraît que tu étais avec des gens célèbres à Sciences Po. Oui, effectivement. J'étais dans la promotion en 2012, celle de Gabriel Attal, qui est maintenant Premier ministre. C'est beau ça. Et oui, celle également de Succès Masra. Alors, ça parle peut-être pas aux auditeurs, mais Succès Masra, il est depuis le 1er janvier dernier Premier ministre du Tchad. Et donc, moi, je l'ai connu quand j'étais là-bas. Ah ouais. Et puis, Manon Aubry également. Qui est eurodéputé la France Insoumise, voilà, par exemple. Je sais pas si elle le sera un jour. Qui sait. Bon.
Gabriel Attal est bien Premier ministre. Oui, c'était pas attendu, t'as raison. Bon, bravo pour ce parcours. Merci beaucoup. Ça peut donner des idées à des jeunes journalistes. Mais du coup, t'es celui qui a le moins bien réussi de la promo, alors non? C'est un peu ça. En fait, je me suis dit, ce qui est bizarre, c'est que Sciences Po, normalement, c'est les affaires publiques, c'est la politique. Et puis moi, j'ai choisi la voie journalistique, qui est la voie la moins rémunératrice. Il faut dire clairement, parmi tous les masters de cette belle école qu'est Sciences Po. Mais c'est là où je me fais le plus plaisir, finalement. Et d'être là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je vois qu'il y a des opportunités. Et la CAN, surtout celle-ci en Côte d'Ivoire, par rapport aux 2 autres que j'ai couvertes, au Cameroun et en Égypte, je trouve que là, il y a beaucoup plus de médias étrangers, vous en êtes la preuve, et donc il y a une plus grosse couverture, et nous, on a plus de demandes, et sans m'être lancé, si je ne m'étais pas lancé tout seul, en indépendant, je pense que jamais j'aurais pu faire ça dans le cadre de rédac française classique, j'ai travaillé à Canal+, etc., mais jamais j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui, et donc c'est à la fois beaucoup de fierté, et puis beaucoup de bonheur d'être là, dans les stades, de côtoyer des gens comme Robert Malm, comme Aurélien, Mix, etc., etc. On va reparler de la grande carrière de Robert avec le Togo tout à l'heure. Donc qu'il nous fasse un petit update, il nous raconte les coulisses. Derrière, il y avait Emmanuel Desbailleurs là dans les tribunes. Que j'ai revu aujourd'hui avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que ça s'était pas revu. Et non, ça m'a fait. Vous êtes devenus barbus tous les deux. Ouais. Lui, il l'était. Moi, je le deviens avec l'âge, mais plus sur la tête. Mais ça va. Bon, revenons sur l'Égypte parce qu'on a avec nous un auditeur qui est supporter de l'Égypte, me semble-t-il. Est-ce qu'il est là et quel est... c'est qui? Comment s'appelle-t-il? Kimo! Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir patienté, c'est sympa. Je t'en prie, Gilbert. Bon. Donc déjà, vas-y, on t'écoute. Je t'en prie. Oui, en fait, déjà, je voulais revenir sur ce que disait l'auditeur Selim juste avant. En fait, il disait que c'était l'équipe la plus offensive d'Égypte. Il a oublié entre 2006 et 2010, où ça jouait avec 5 joueurs, voire 6 joueurs offensifs des fois. Quand il y avait Zidane, Aboutreka, c'est toutes ces générations-là, Amrozaki, l'Égypte avant, c'était un rouleau compresseur à cette période-là. Et jusqu'à 2013-2014, ça jouait toujours très, très offensif. C'est à l'arrivée de Cooper où ça a commencé un peu à régresser. Et depuis l'arrivée de Rui Vitória, on retourne dans ce système-là à peu près. Bon, mais Rui Vitória, ça se passait plutôt bien jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, j'allais dire. Donc, est-ce que toi, tu estimes qu'aujourd'hui, c'est juste un accro sans conséquence ou est-ce que tu vois des problèmes un peu plus profonds? Alors, il y a quelque chose en fait qui nous a surpris beaucoup d'Égyptiens, c'est la composition en fait. Je pense qu'il a dit ça va quand même plus. Attends, on va rétablir une bonne liaison parce que ça coupe un peu. Liaison avec le Caire qui est pas top. Je pense pas que ce soit au Caire. Moi, je pense que l'Égypte, ils ont pris un peu de haut aussi, la Mozambique. J'ai aussi cette impression. Parce que la Côte d'Ivoire hier avec la Guinée-Bissau. Et il marque trop tôt quasiment. Il marque trop tôt encore une fois. Et après, le Mozambique est bien rentré dedans. Et alors, ça aussi, il y a beaucoup de buts. On en parlait tout à l'heure, Robert, mais j'ai l'impression que les défenses. Là, Abdelmonem, je vais pas mentir, je ne regarde pas les matchs d'Al-Ahly ou de Zamalek, mais on m'a vendu ça comme un rock défensif absolu. Et ils étaient perdus en fait dans la surface quand le ballon est arrivé. Moi, je trouvais que Egazi et Abdelmonem, c'était pas l'assurance tout risque. Quand tu vois le second but, tout simplement, exactement. La gestion de profondeur qui est inexistante. Les deux joueurs viennent tacler justement Clésio qui va marquer. Ouais, tu as raison, Aurélien, de se poser des questions effectivement sur les défenses. Alors attention, ne leur donne pas d'idée pour que ça soit maintenant verrouillé, fermé ou quoi que ce soit. On a des buts et ça c'est très bien, mais ouais, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à des joueurs dont on vante effectivement le mérite sur le plan défensif, l'activité. Mais tu te rends compte que c'est pas toujours ça. Et encore une fois, le but qu'encaisse le Ghana en toute fin de partie. Quand tu es à ce niveau-là, tu peux pas encaisser des buts comme ça. Une somme d'erreurs individuelles. Et d'ailleurs, Alexander Djikou en parlait. Et justement, c'est l'addition des petites erreurs comme ça qui amène à des grosses conséquences. Et Jordan Ayew était presque désespéré. Mais vraiment, c'est ce que j'ai ressenti en le voyant. Il était mine basse, mais il était désespéré de voir que le Ghana, compétition après compétition, répète les mêmes erreurs ces dernières années. On a vu, ils se sont fait sortir de la CAN. Alors moi j'étais content parce que je suis comorien et les Comores avaient battu le Ghana, ce qui était pour nous un jour de fête nationale. Mais quand même c'est pas normal pour une équipe comme les Black Stars de se faire sortir par les Comores d'une CAN. Et à la Coupe du Monde où ils auraient pu se qualifier, ils se font sortir un peu petitement lors du dernier match. Et justement je disais que erreur année après année, les mêmes erreurs se répètent et dit oui, toujours des erreurs de concentration, comme si finalement ils n'avaient pas l'air de trouver de solution et comme si aussi on avait l'impression qu'ils ne pensaient pas que le sélectionneur qui arrivait récemment
pouvait régler cette situation. On a retrouvé Kimo là pour parler de l'Égypte. Tu nous entends bien cette fois? Oui. Oui, super. très bien, parfaitement. Parfait, bon. Oui, donc on te posait la question, est-ce que tu vois un mal un peu plus profond avec le match nul d'aujourd'hui, ou est-ce que tu estimes que c'est juste juste une partie ratée et puis que de toute façon ça ne remet pas du tout en question la suite de la compète? Non, alors ce qui a surpris beaucoup d'Égyptiens, c'est la composition. Il y a 4 titulaires qui n'étaient pas dans la compo en fait de départ. Les latéraux, il y avait Chour, qui est un joueur d'Al Ahly qui a été pris justement et qui a un peu plus de créativité, qui n'était pas dans l'équipe. Il a joué avec Salah, qui était également aussi en 10. C'est un poste qui lui va pas du tout en fait. Et normalement, il aurait dû permuter avec Zizou, ça aurait dû être ça. Et puis devant, par ça contre, c'est un peu le délire de Rui Vitória de le mettre dans l'axe. Hein. C'était pas la première fois. Mais c'est pas là du tout qui est le plus performant sur nationale. Donc avant, c'est vrai qu'on avait nous on a un milieu, on va dire un peu mieux que d'habitude. Donc surtout aux qualifications de la Coupe du Monde, ça s'est bien passé. Donc j'ai pas compris. Je pense qu'il a voulu avancer masqué justement pour pas donner trop d'indications aux autres pays en jouant avec une équipe un peu remaniée. Et en fait, je pense que c'est sa première CAN et il se rendait pas compte que aujourd'hui l'Afrique est sans pitié. Il n'y a plus des petites équipes et voilà, et c'est vrai qu'il y a aussi les joueurs, je les ai pas sentis si bien préparés que ça. Il y avait tout ce qui était tout ça. On a senti qu'au bout de 10-15 minutes, ça tirait un peu la langue. Et ça, ils auraient dû faire attention à ça aussi. Ils ont peut-être trop joué au billard et au ping-pong dans leur hôtel, parce que j'y suis allé dans leur hôtel. Qui se trouve à côté du stade d'ailleurs. Et il y a une magnifique table de billard et il paraît qu'ils jouent beaucoup au ping-pong. Faut pas laisser tout l'afflux au ping-pong. Non. Non, mais blague à part, Salah, qui a fait un match très moyen, qui n'a pas réussi grand-chose. Bon, il y a une action de classe. Contrôle orienté, une passe pour Mohamed qui est exceptionnelle, mais à part ça, il n'avait pas les jambes de Liverpool. Mais donc, il jouait effectivement en 10, mais enfin, il a quand même tendance à naturellement se déporter finalement chaque fois sur le côté. Peut-être que là où il se sent mieux, mais ça reste quand même à confirmer cette histoire de replacement. Là, on va voir effectivement au prochain match si Rui Vitória va faire la même. Aussi Gilbert, lui, il a la pression de fou parce que les journalistes égyptiens auxquels on a parlé en début de match, ils reviennent sur cette période d'Égypte 2006-2010 à Bouteflika, etc. Ça là, pour l'instant, c'est une légende de Liverpool. Mais en Égypte, ils ont 7 CAN. Ils se disent, un gars qui a fait 2 finales, qui en a perdu 2, en fait, c'est pas grand-chose finalement. C'est vrai. Donc il a la pression. Là. Et par rapport au niveau de Salah, on peut dire qu'à la CAN précédente aussi, l'Égypte était allée en finale, mais Mohamed Salah n'était pas le seul joueur majeur de l'équipe. Il n'avait pas été, je ne veux pas dire qu'il n'a pas été extraordinaire, c'est un joueur extraordinaire. Mais quand même, c'est pas lui il n'y avait pas que lui qui a porté l'Égypte vers la finale. Donc, l'Égypte avait montré il y a 2 ans qu'ils avaient d'autres ressources. Moi, personnellement, je suis pas du tout d'accord. Justement, avec l'équipe très très moyenne, la génération 2006-2010 qui était dorée avec des joueurs extraordinaires, là, il s'est retrouvé avec une génération de joueurs complètement entre 2017 et on va dire 2021 qui était très 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 moyenne, et justement il a réussi à porter le pays, notamment en 2021 avec le match de quart de finale face au Maroc où c'est lui qui débloque le match tout seul, marque le but et il fait une passe décisive de génie à Trezeguet qui élimine le Maroc, qui a dominé tout le match. Il a porté l'équipe, c'est lui qui a porté l'équipe même en finale face au Sénégal. Il y avait toute l'armada sénégalaise, lui il était tout seul face à toute la défense, il arrive à dribbler, il n'a pas réussi à faire des choses assez dingues, et il y a lui tout seul en fait, parce que l'équipe en 2021, il faut bien se rendre compte qu'ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun qui a organisé, le Maroc, et ils se retrouvent en Sénégal en finale. Tout ça. Mais si tu veux gagner, il faut battre tout le monde. Quatre prolongations avec une équipe qui n'était que de joueurs locaux, en fait. Il n'y a pas de binationaux, il n'y a rien. Ouais, mais si tu te souviens bien aussi de cette CAN, alors tu parles de Mohamed Salah, ok, pas de problème, et tu as raison, notamment face au Maroc, c'est lui qui marque. Mais faut pas oublier aussi le gardien de but Gabaski qui a fait aussi une Coupe d'Afrique des Nations énorme. Et il remplace. Ils avaient 4 gardiens, je crois, à la CAN. Ouais, il y avait 4 gardiens. Je crois qu'il y en a autant aussi, je crois, aujourd'hui. Et Gabaski a fait une CAN assez extraordinaire. Il sort même blessé, je crois, face au Maroc. Il arrive après on pensait qu'il n'allait même pas pouvoir finir la compétition.
il finit la compétition, il sort des séances de tir au but assez monstrueuses. Et moi, je pense qu'il faut l'associer aussi à Mo Salah, parce que Mo Salah, effectivement, offensivement, il porte l'équipe, c'est vrai. Mais pour une fois qu'un gardien, on ne le descend pas parce qu'il a raté sa prise de balle, que ce soit, je pense que Gabaski a été pour beaucoup. Et sincèrement, je pensais que sa carrière internationale allait vraiment décoller, allait pouvoir continuer. Mais on se rend compte aujourd'hui, il était remplaçant. Mais pour moi, c'est un des joueurs majeurs aussi de la dernière CAN pour l'Égypte. Oui, c'est vrai que j'ai la liste sous les yeux. 90% de l'équipe, peut-être pas 80, elle joue en Égypte en effet, mais ça a toujours été comme ça en Égypte. Oui, des exactement. clubs puissants. Puis les joueurs cherchent pas forcément tous à partir. Dans un instant, on va entendre les joueurs mozambicains, parce que Aurélien les a rencontrés. Absolument. On va les écouter. On va reparler du public et des matchs de demain. Donc, comme promis, dans l'After CAN ici en direct d'Abidjan. À tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires. Gilbert Bribois. Il est 1h42 du matin à Paris, et oui, l'after est en direct, messieurs, dames, en direct d'Abidjan, où chez nous il est minuit 42. Ça fait moins tard, mais on est là, on analyse tout ce qui se passe. Bien sûr, l'after CAN est là tous les soirs de la compétition, disponible en podcast et en direct sur YouTube, puisque nous sommes en direct sur YouTube, sur la chaîne de l'after, avec Robert Malm, avec Aurélien Tirsin, avec Karim Baldé, qui est journaliste indépendant, qui a sa propre agence, vous l'avez entendu, et puis avec les auditeurs de l'after qui sont là avec nous ce soir, Kaby et Thomas. D'ailleurs, je lance un message aux auditeurs de l'after qui sont ici à Abidjan, parce qu'on en a reçu quelques-uns des messages. Vous pouvez passer nous voir sans problème pour participer au débat avec nous. Voilà, c'est ouvert. La preuve, Kaby, vous êtes... Ouais. Absolument. Donc venez, la place est chaude. Vous n'hésitez pas. Robert, raconte-nous le Togo. Ah oui, parce que Robert Malm, on se dit tiens, c'est une sorte de Kabadiawara, il a fait plein de clubs en France et tout. Ouais. Mais tu as été international togolais, tu as joué la Coupe du Monde. Oui, en 2006. Ouais, en 2006. Contre la France, notamment. Ouais, et puis surtout une entrée face à la Suisse, justement, pendant cette Coupe du Monde 2006. Et oui, ça a été mes premiers pas avec la sélection togolaise qui auraient pu être, si tu veux, bien avant. Bien avant, mais... Pourquoi tu n'étais pas allé avant ? Tu voulais pas Non, alors... Ou alors eux ne voulaient pas. Non. Et pour te dire, la petite histoire, quand même, j'ai failli pas jouer cette Coupe du Monde 2006. Il faut quand même le savoir. C'est que les dirigeants togolais sont venus chez moi. Quand je te dis jusque chez moi, alors je jouais à Brest. Et pour la petite histoire, en 2005, je suis transféré de Grenoble à Brest d'une manière incompréhensible. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et... je reviens, parce qu'on avait eu quelques jours, je reviens à Grenoble où j'avais toujours ma maison là-bas. Et ils sont venus. Ils sont venus jusque chez moi. J'ai eu le directeur technique, le ministre des Sports, le secrétaire chargé au sport. Bon, bref, j'ai eu beaucoup de personnes qui, et pour reprendre leur expression, ils disent on ne part pas d'ici tant qu'on n'a pas ton accord. Ah oui. Bon. L'art de la négociation. Oui, alors. C'est ça, ouais. C'est oui. Oui, j'accepte d'aller en sélection, mais encore une fois, je n'ai pas accepté parce que le Togo allait en Coupe du Monde, parce que j'étais vraiment convaincu d'aller en sélection, mais j'ai eu des histoires aussi où j'arrive à l'aéroport, j'ai pas de billet d'avion, ou ce genre de petites histoires-là, mais aucun regret, sincèrement, aucun regret d'avoir été en sélection. Tu vois, j'ai revu Emmanuel Adebayor avec grand, même si on a eu
On a dû s'expliquer à un moment donné, justement, par rapport à ma venue à la Coupe du Monde, en disant, parce que beaucoup de personnes ont dit que je profitais de l'occasion pour venir à la Coupe du Monde. Oui, tu veux dire que tu n'as pas fait une Kevin Prince Boateng? Parce que lui, il venait pour la Coupe du Monde avec le Ghana, puis t'as quoi après, il a arrêté? Non, et du Coupe tout. du Monde d'après, hop, le mec était de nouveau là. Non, du tout. Au contraire, j'aurais même aimé participer à cette Coupe d'Afrique des Nations en 2006 qui se déroule en Égypte, je crois, en plus, cette année-là. Oui. J'aurais tellement voulu la faire, cette compétition. Écoute, au fur et à mesure, on se sont rendu compte que j'étais pas un opportuniste, que finalement, je me suis fondu dans le collectif assez rapidement. Et je reste encore persuadé que cette génération qu'on a eue pendant la Coupe du Monde 2006 c'est certainement l'une des plus belles qu'on ait eues. Et on n'a pas su la faire fructifier parce que, tu sais, toujours miné par des problèmes. On a eu des problèmes de primes dont on a écrit partout. On a fait les choux gras de la presse. Il faut même dire que jusqu'à la FIFA, ils n'ont pas été effectivement que ça se passe comme ça. Mais voilà, des histoires, malheureusement, comme on disait, avec toutes les sélections africaines, on a toujours malheureusement ce genre d'histoire-là qui revient, je dirais, à mon goût, trop souvent, alors qu'on pourrait largement anticiper les choses. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est vrai. Et bon, même s'il reste encore quelques cas par moment, mais c'est vrai que ça a énormément progressé. Alors, est-ce que le Togo a fait progresser les choses? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en 2006, on en parle. Alors, la dernière fois, c'est avec Darren Ibombe, un de nos défenseurs centraux, avec qui j'en ai parlé. Kader Touré, le seul buteur togolais pour l'histoire de la Coupe du Monde au Togo. On en parle très régulièrement. On en revient toujours aux mêmes choses. Voilà, c'est quel gâchis miné par des problèmes extrasportifs qui viennent. Attention, le Togo, on parle d'un tout petit pays. Oui. Je veux dire, même à l'échelle de l'Afrique, c'est. Oui, c'est un tout petit pays. Donc, tu as autant plus de. Là, le Togo n'est pas par exemple ici. Oui. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de Togo à la CAN, si je dis pas de bêtises. Je crois que la dernière doit être 2013, je crois, ou quelque chose comme ça. Je pense. 2010, c'est sûr. Ouais, 2019, il n'est pas, il y a 2 ans. Donc, aller déjà à la Coupe du Monde pour le Togo, c'était un truc extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un peu comme l'Angola, qui cette année-là aussi va à la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu vois, c'est. Allez, la Coupe du Monde, éventuellement, que tu n'y ailles pas tous les 4 ans ou tous les 8 ans, je peux l'entendre. Maintenant, pour une CAN, je pense que le Togo a largement les moyens aujourd'hui de pouvoir se qualifier au moins sur une édition sur 2. Tu vois, je suis gentil et je donne encore, tu vois, un droit à l'erreur. Et ça, oui, quand le Togo arrivera à faire ça, on aura déjà avancé. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, non, aucun regret. Et je t'avoue que même, bon, si j'ai un peu de temps ici, entre 2 matchs, je prendrai peut-être l'avion pour aller voir mes grands-parents parce que ça fait un moment que je les ai pas revus. Et non, c'est aucun regret. Aucun regret en tout cas avec la sélection togolaise, malgré tout ce qui a pu se passer. Voilà, problème de prime, extra-sportif ou quoi que ce soit. Mais bon, quelle sélection africaine a connu des jours, on va dire, tranquilles, sans histoire ou quoi que ce soit? À ma connaissance, il y en a aucune. Chacun a toujours son histoire avec qui va avec. Le seul regret, c'est que ça déteint souvent sur le sportif. Ouais. Et c'est ça qui est dommage parce que sincèrement, lors de cette Coupe du Monde 2006, je suis pas loin de penser qu'on avait les armes pour pouvoir au moins sortir de cette poule. Oui, et puis on n'oublie pas que le Togo a vécu le drame de 2010 aussi avec la fusillade qui a coûté la vie à un membre du staff à l'époque. Exactement. Qui a blessé à vie un gardien de but. Oui, Kodjovi Obilalé. Aujourd'hui handicapé. Bon, ça fait aussi partie de l'histoire du Togo à la CAN. Comme promis, les Mozambicains dans quelques instants. Bougez pas, on est de retour dans 1 minute. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. Bribois.
Toujours en direct d'Abidjan avec Aurélien Tiersin, Robert Malm, Karim Baldé, les auditeurs de l'After qui sont là, Thomas et Camille. Aurélien, t'as vu les joueurs du Mozambique après le match 2 face à l'Égypte? Alors malheureusement, tu t'es dit tiens, il y en a qui parlent français, je fonce. Ah fantastique. Alors franchement, alors il y a Mécher évidemment, l'ancien Rennais, l'ancien Bordelais, Reinildo aussi, l'ancien Lillois, qui s'est jamais arrêté d'ailleurs quand il portait le maillot du LOSC. Il est parti à l'Atlético, je m'étais dit il parle pas si bien que ça français, il parle magnifiquement bien français. On va l'écouter, mais alors il n'y a pas eu de larmes malheureusement parmi les journalistes, il n'y en avait pas beaucoup des Mozambicains, mais là quand même c'était un des plus grands jours de leur histoire footballistique. Donc on disait tout à l'heure, c'est leur 3e nul dans l'histoire de la CAN, mais c'était jamais contre un adversaire du pédigré de l'Égypte. Là c'est voilà, les 7 CAN de l'Égypte, un des favoris en 2021. Les Mozambicains, ils ont un maillot jaune un petit peu venu de nulle part. Voilà, tu sens qu'il n'y a pas des moyens extraordinaires. La première couleur c'est le rouge. Ouais, mais bon, voilà, c'est le même template comme on dit du maillot. Voilà, c'est très très simple. Ils viennent pas là pour faire des chichis et ils font un match franchement très très intéressant. Et on peut écouter mes chers l'ancien défenseur rennais et bordelais en zone mixte après le match sur la prestation d'une équipe où il n'y a pas de grandes stars. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat mozambicain. C'était une bonne prestation pour nous. C'est les garçons qui jouent la première fois la CAN. C'était bien pour nous. Heureusement, on a fait match nul, mais pour nous, c'est très bien. Et c'est une expérience merveilleuse. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent la première tu vois, c'est un Coupe événement d'Afrique. parce que Jérôme Thomas, qui est rennais, qui est producteur de l'émission ce soir, là, qui est à Paris, je pense pas qu'il ait jamais entendu Mécher parler français. On était étonnés d'ailleurs à l'hôtel. Il est dans le même hôtel que nous, comme les Mozambicains. On t'a dit quelques mots en anglais, puis en fait, il parle, voilà, il parle français. Il parle anglais, il répond en français, lui. Les miracles de la CAN, tout simplement. La classe. Et Reinildo, du coup, lui, la méga star du coup de la Mozambique, qui joue à l'Atlético de Madrid. Donc vraiment, lui, il est tout seul dans ce cas, à évoluer dans un club comme ça. Ils font nul contre l'Égypte en se faisant rattraper, on le rappelle, à la toute dernière seconde sur un penalty de Mohamed Salah. Bon, Reinildo, il y a 3 sur 4 peut-être, puisqu'il y a les 4 meilleurs 3e qui vont passer en 8e de finale. Voilà, Reinildo, il va emmener ses potes plus loin dans la compétition. Ça devient un objectif, on sait déjà qu'est-ce qu'on vient faire ici. Tout le monde sait déjà que ça va être trop difficile, mais ce n'est pas impossible de faire. On va essayer de gagner, donc parce qu'on joue ici pour gagner. C'est ça que vous avez regardé aujourd'hui, on a joué pour gagner, mais c'est ça, on va continuer de travailler. Voilà, peut-être une première qualif, une première Thomas victoire. Thomas est très énervé. Il dit quoi, Mécher, il voulait pas parler quand tu étais chez nous, quoi. Ça, c'est la maladie. C'est ça, c'est le miracle de la CAN. Voilà, on peut parler à tout le monde beaucoup plus facilement. Bah oui. Bon, puis les Mozambicains, ça tombe bien, ils sont dans le même hôtel que nous. Donc on les croise au petit-déj. Peut-être plus longtemps que prévu, du coup. Oui, puis on les a entendus arriver, par contre, tout à l'heure. Ça a fait un bruit. bruit pas possible. Ils profitent, ils ont raison. Bah non, mais ils ont raison. Mais bien sûr qu'ils ont raison. Parce que c'est, comme le dit Aurélien, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. On leur a dit, vous faites match nul contre l'Égypte. Je pense qu'ils auraient tous signé. Maintenant, quand tu vois le scénario du match et la manière dont ça se passe, ils peuvent avoir des regrets, mais il ne faut pas en avoir parce que sincèrement, si Mozambique avait été battu, la logique va être respectée, c'est tout. Quand même, si on veut chipoter, ils ont été super entreprenants pendant 1h10. Et j'allais en venir. Et à la fin, pourquoi ils ne continuent pas en fait? Et à la fin, je sais pas, ils ont dû flipper un peu, ils disent on va pas tenir, je sais pas, c'est quand même en voyant Salah qui déboulait, tout ça très aiguë. Mais tu sais, c'est ce que je disais pendant. Ils n'ont pas joué leur jeu jusqu'au bout. Ouais, pendant le match, quand je commentais, je disais. Je trouve dommage, même quand il fallait faire monter le bloc, aller d'une dizaine, voire d'une vingtaine de mètres, pour respirer un petit peu et empêcher les Égyptiens de pouvoir repartir à l'attaque, mais ils acceptaient justement cette domination. Et quand tu acceptes ce genre de domination et que tu as des joueurs comme Salah, Mostafa Mohamed, Marmouche qui t'entrent en jeu, te faire planter, quoi. t'es pas à l'erreur, malheureusement, d'une faute. Alors beaucoup trouveront peut-être le penalty sévère, mais non, sur le direct, moi, sans même la vidéo, ça me paraissait non. Après, quand tu regardes l'image au ralenti, il n'y a pas à discuter, mais tu t'es pas à l'abri de ce genre d'erreur là. Et c'est ça, moi, je pense, c'est là où est le regret justement pour cette équipe du Mozambique cet après-midi, c'est d'avoir accepté un petit peu de défendre alors que ils ont 2-3 opportunités avant que cette faute soit commise. De pouvoir aller tuer le match et ils le font pas. Donc c'est peut-être là le petit regret, mais à part ça, je te rejoins Gilbert, ils ont été vraiment entreprenants. J'ai même trouvé dans le jeu par moments de temps de possession assez solides. Et
Ouais, ça progresse. Et ça, c'est bien. Et pour l'anecdote, on parlait beaucoup des sélectionneurs africains, Walid Regragui, Aliou Cissé, enfin les plus connus. Mais là, c'est aussi Chiquinho Condé, un sélectionneur mozambicain qui arrive avec pas mal de joueurs qui jouent dans le championnat local, quelques-uns en Afrique du Sud, juste à côté de la Mozambique. Donc ça prouve que ça bosse aussi partout sur le continent. Bien sûr. Il y en a pas mal. Hein. Le Cap-Vert, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi un Cap-Verdien. Donc c'est intéressant. Tu les as vus les Cap-Verdiens aussi? D'ailleurs Karim on était à côté l'un de l'autre. D'ailleurs je m'étais dit ils vont parler portugais et tout. En fait 90% des gars c'est des francophones. Soit ils ont joué en France, soit ils sont eux-mêmes franco-capverdiens. Ouais, exactement. Et je pense qu'on a les sons, mais on peut écouter par exemple Steven Moreira, ancien Toulousain qui joue aujourd'hui en Major League Soccer aux États-Unis, qui a pris la décision de rejoindre le Cap-Vert. Hein. C'était sa première Coupe d'Afrique. Et alors déjà, il a kiffé absolument son expérience, Karim, tu peux le constater en Coupe d'Afrique. Et puis un super résultat pour commencer, Steven Moreira. Franchement, sincèrement, c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable la hype qu'il y a sur la Coupe d'Afrique des Nations, comment les Ivoiriens ont été accueillis, franchement. Moi, je vais te dire parce que c'est l'une des meilleures cannes parce que c'est ma première, je ne l'ai pas vécu d'autres. Mais non, c'est incroyable, vraiment. Voilà, allez, il trouve pas les mots, il a gagné. Premier match, bam, victoire. Le Ghana, quoi. Ouais, victoire. Mérité. Tu vois le scénario du match, tu vois la débauche d'énergie aussi qu'ils ont mis. Pour prendre l'expression des jeunes, mon fils, il kiffe, quoi. Tout simplement, ça kiffe. Et c'est bien d'avoir ce vent de fraîcheur aussi. Même si tu as des joueurs qui ont une certaine expérience, effectivement, au plus haut niveau. Il est passé par Toulouse, tu dis qu'il joue effectivement aux États-Unis actuellement. Mais là, tu as l'impression d'entendre un gamin qui vient de gagner son premier match ou qui vient de marquer son premier but. Ouais, moi j'aime ça. Ça fait partie encore une fois de ces histoires de la CAN. Je le répète, mais c'est vraiment particulier d'avoir, comme on dit, des joueurs qui sont sans club ou des joueurs qui jouent très peu et puis finalement qui se révèlent avec leur sélection. Moi, j'adore ce vent de fraîcheur. Mais la fraîcheur aussi vient du fait que, contrairement aux championnats européens où c'est très cadré, on a du mal, et notamment en tant que journaliste, à voir les joueurs, ils ont un rythme de vie très planifié. Une fois qu'on arrive à la CAN, en général, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus détente. On parlait du fait que beaucoup d'équipes sont dans des hôtels qui sont fréquentés aussi par des badauds, par des journalistes, par des visiteurs, etc. Donc, il y a un contact beaucoup plus facile. Donc, c'est pas vrai tout le temps. Hein. C'est pas vrai tout le temps. L'équipe d'Algérie, par exemple. Oui, il y a des exceptions. Je n'ai pas dit le contraire. C'est vase clos. Maroc aussi, c'est vase clos. Mais pour la plupart des sélections, on va dire, et notamment encore plus les petites sélections comme le Cap-Vert, le Mozambique, et là, pour eux, ils kiffent à fond. Et une CAN en Côte d'Ivoire, en plus, on s'enjaille, on peut se déplacer librement. Moi, je me souviens de l'Égypte où c'était un peu l'enfer, il faut bien le dire, et du Cameroun où c'était époque Covid, donc un peu compliqué. Là, franchement, c'est la première CAN depuis peut-être 3-4 éditions où là, il y a cette fraîcheur qui revient justement, et donc des joueurs comme Steven Moreira, champion de MLS, ils peuvent kiffer, ils peuvent s'enjailler, ils peuvent profiter à fond, et ça, c'est cool. Je suis d'accord avec toi, Robert, c'est cool d'entendre ça. Il y en a un autre que tu as vu, c'est Dylan Tavares. Lui, il voit déjà un peu plus loin. Évidemment, alors... Voilà, il pense que. Joueur de Bastia. Ouais, les joueurs de Bastia, exactement. Parce que le Cap-Vert, déjà, les Requins Bleus, ils ont fait en 2013. Et ils étaient en 8e de finale. La dernière fois, ils ont perdu 2-0 contre le Sénégal. Donc finalement, passer le premier tour pour le Cap-Vert. Alors, à l'échelle de l'Afrique, c'est un tout petit pays, quoi. Une petite île au large de l'océan Atlantique. Mais on peut l'écouter, Dylan Tavares. Pour lui, c'est normal de battre le Ghana. Non, c'est pas un exploit, mais c'est vrai que de démarrer avec une victoire, c'est toujours plaisant, c'est bien. On rentre dans la compétition très bien comme la compétition précédente. Donc on est très content. On a fait une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins bien, on a reculé. Mais à l'essentiel, qu'à la fin, c'est qu'on a su marquer le deuxième but important et ce qui nous fait passer le devant aujourd'hui. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, Djikou a été élu homme du match. Bon, ça peut paraître surprenant, il a perdu. Mais enfin, quand même, il a marqué un but. Et très franchement, heureusement qu'il était là. Sinon, ils peuvent prendre 5-1, les mecs. Son copain à côté, là, Salissou, les Monégasques, qui sont contents d'avoir mis 14 millions d'euros dessus. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à les comprendre. Mais, un peu en dessous, oui. Après, Djikou, il faut aussi un sauvetage devant sa ligne de but. Oui. Parce qu'il avait visiblement pas une confiance totale en son gardien. Oui. Qui a quand même fait quelques parades. Mais il s'est dit, il vaut mieux que je la dégage moi-même que de la laisser passer.
Et après, globalement, alors c'était compliqué. On a réfléchi aussi un peu en zone mixte. Côté Cap-Vert, il n'y a pas vraiment un joueur qui s'est détaché. Et côté Ghana, c'était encore plus compliqué, si ce n'est lui, puisqu'il a marqué forcément, il fait sauvetage sur la ligne, donc on le voit beaucoup plus. Mais voilà, on va peut-être enchaîner sur les Ghanéens. Mais là, vu le talent qu'on voit sur le papier, là, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, ou en tout cas qu'on connaît depuis très longtemps. Et là, ils sont vraiment passés à côté de leur match, quoi. Bon, et beaucoup de monde. À l'image du Nigeria, que le Ghana, c'était une équipe qui était un peu en recul. Avec les frères Ayou, tu as l'impression qu'ils sont éternels. D'ailleurs, record, 8e CAN pour André Ayou. André Ayou qui est rentré, ouais. C'est un record, ça, de participer à une 8e CAN. Alors, record, il égale d'autres joueurs dans l'histoire. Il y a Msakni aussi, le Tunisien, je crois, qui peut égaler ce record. Après, il y a aussi des binationaux qu'on allait chercher il n'y a pas longtemps. Königsdörfer, qui joue à Hambourg en D2. Bon, quand tu le vois sur le terrain. Königsdörfer, tu crois pas que c'était un Ghanéen, tu vois. T'as Iñaki Williams, alors qui est un bon joueur, donc, qui a même joué une sélection avec l'Espagne. Il n'a pas fait grand chose. Bon, voilà, c'est des gars, tu te dis pourquoi les prendre si tard dans leur carrière. T'as même Denis Sodoy, il a 35 ans, le gars. Il a une sélection avec la Belgique en 2012. En 2022, il est appelé pour jouer le Coupe du Monde avec le Ghana. Le mec du Mozambique qui est quarantenaire, c'est génial. Donc on peut dire qu'à 35 ans. Ouais, mais lui, il a toujours joué. Il a toujours joué pour sa sélection. Alors que ce que vient de dire Aurélien, c'est des garçons qui ont eu des sélections avec d'autres nations, qui par le règlement peuvent échanger de nations. Mais après, est-ce que aussi on ne creuse peut-être pas suffisamment, je dirais, au pays, dans les championnats locaux, justement pour pouvoir essayer de trouver le joueur qu'il faut. Au Ghana, il y a des académies comme Génération Foot, etc. Il y a Right to Dream, ça s'appelle, c'est à Accra, c'est le même principe, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de là-bas. Mais il y avait aussi une problématique intéressante avec ça, c'est beaucoup de joueurs sont nés en Europe notamment. Et est-ce que tu as connu ça au Togo, de savoir le lien entre les joueurs locaux nés au pays et tous ces binationaux qui arrivent d'Europe ou d'ailleurs dans le monde? Est-ce que la connexion est très simple, il n'y a pas de problème, ou finalement il y a quand même faut se comprendre, faut apprendre à se comprendre? Dans un instant, on va avoir François, supporter du Ghana, et ensuite on basculera sur les autres matchs, les matchs de demain, en l'occurrence, parce que là, il y a du très lourd. A tout de suite. Sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. Cannes. Gilbert Bribois. Les auditeurs de l'After sont passés nous voir ce soir ici à Abidjan. Il est 2h03 du matin à Paris, 1h03 du matin ici en Côte d'Ivoire. Ils sont là, Camille et Thomas. On a Karim Baldé qui est journaliste indépendant qui est avec nous. On a Robert Malm et Aurélien Tirsin qui est donc a laissé une question en suspens à laquelle Robert va peut-être pouvoir répondre maintenant. Non, mais on en a parlé pendant qu'on était en pause. C'est vrai que la connexion, en fait, c'est pas quelque chose de difficile. Par contre, c'est les explications qu'on peut éventuellement donner aux joueurs qui jouent dans les championnats locaux. Et il y a peut-être une forme de jalousie qui peut s'installer. Certains disent, nous, on est 100% togolais, on joue dans le championnat. Comment se fait-il que vous allez chercher des joueurs dont on n'a pas entendu parler qui jouent en 3e division française? Voilà, c'est ça qui peut créer effectivement une espèce de forme de jalousie ou de tension. Mais encore une fois, les sélections essayent de faire du mieux possible, d'avoir la meilleure possible avec les meilleurs joueurs possibles. Bon,
On va pas faire comme certaines sélections qui te naturalisent en 5 minutes, alors que tu n'as aucune origine avec le pays et qui font que aujourd'hui, Qatar, ensuite, tu peux avoir effectivement une sélection qui a été fabriquée, je dirais, très rapidement. François est là, supporter ghanéen. Salut François. Salut, bonsoir, vous allez bien? Bah oui, et toi? Salut. Merci d'être avec nous aussi tard, c'est sympa. Bon, j'imagine qu'en plus, la déception est... Parce que là, est-ce que tu les rebondir, les Ghanéens? Non, c'est mort. Ils vont être éliminés au premier tour. Comme la CAN au Cameroun, c'est un désastre. Il n'y a plus rien à faire dans le football ghanéen. Et puis pour moi, honnêtement, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de choses, des choses qui se passent au Ghana. C'est-à-dire que déjà, le football ghanéen, je pense, depuis la finale de 2015, où le Ghana est arrivé en finale, qui avait perdu les tirs au but face à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ici, depuis là, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien dans le football ghanéen. Il faut carrément dissoudre parce que de la fédération aux championnats locaux, les joueurs naturalisés, ça va pas. Tout va pas. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas alors? Quand on voit le match de ce soir, on voit que Alexander Djikou qui se bat. Bon, Jordan Ayew aujourd'hui ça va pour une fois. Il y a des joueurs, on ne sait même pas d'où ils sortent, comme le numéro 7, Konachidefa, je crois. Königsdorfer, le fameux. Je sais, voilà. C'est un joueur qui appartient au président de la fédération, d'ailleurs, oui, parce qu'il a un club. Je dis ça, je dis rien. Il y a beaucoup de magouilles, en fait. Trop. Et qui fait que, voilà les résultats. Et on n'aura jamais. Donc, je pense que c'est une catastrophe et c'est triste. Et puis, on parlait des binationaux aussi. On mérite pas. Ouais, on parlait des binationaux. C'est vrai que dans le cas du Ghana, ils ont fait un recrutement entre guillemets de binationaux très désordonné et avec le seul horizon de la Coupe du Monde au Qatar. On voit des pays comme le Sénégal avec Aliou Cissé qui essaie d'aller chercher des joueurs très très jeunes dès les sélections U17 pour dire non, toi, va pas en équipe de France ou en équipe de Belgique, viens chez nous plutôt au Sénégal, on fait un projet avec toi et tu vas pouvoir t'épanouir, que ce soit en CAN ou en Coupe du Monde. Là, on a pris des joueurs comme Iñaki, etc. et forcément, ça se voit tout de suite. Ouais, François. Vous savez, quand on n'investit pas dans le championnat local, c'est sûr qu'on va aller courir derrière chercher des binationaux. C'est pas dans l'ADN du football ghanéen, ça. À la base, le Ghana forme des joueurs. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même quand on voit chez les U17, les U20, le Ghana n'est plus dans cette scène-là. Même dans le top 10 africain, aujourd'hui, le Ghana a complètement disparu. Donc, en gros, il y a un gros travail. Pour moi, la meilleure des choses, c'est carrément dissoudre le football ghanéen et repartir sur une nouvelle base. Alors, ah ouais, toi, t'envoies sur un projet on dissout. François, qu'est-ce qui te fait dire ça, qu'il faut absolument dissoudre et d'après toi, la corruption. La corruption. La corruption. Je veux vous dire même un truc. Vous savez, le Ghana, la sélection, ils n'ont même pas de... Comment vous expliquer ça? Ils n'ont même pas de centre d'entraînement. Ouais, ils n'en ont même pas. Donc, vous voyez, déjà, rien que ça, déjà, les installations, ils les ont pas. Ouais. Donc, c'est qu'il y a un gros problème déjà. Moi, je me souviens que le Ghana recevait la Coupe d'Afrique, c'était Claude Leroy, le sélectionneur, avec comme adjoint Hervé Renard d'ailleurs à l'époque. Exactement. Ça, je crois que c'est sa première CAN d'ailleurs. Et alors, moi j'étais là, c'était 2008, et ils étaient allés jusqu'en demi-finale. D'ailleurs, il y avait un match Ghana-Nigeria extraordinaire, une des plus belles ambiances que j'ai vues de ma vie. Derby Ghana-Nigeria, c'était fou. Ouais. Et en fait, à l'époque, Claude Leroy disait, en fait, déjà, aller en demi-finale, vu l'effectif qu'il avait, il disait, mais en fait, c'est un exploit, parce que il considérait qu'il était au taquet de ce qu'il pouvait faire. Et quand tu vois aussi après le palmarès du Ghana, il est dingo aussi. Quand on disait l'Égypte 7e, mais là alors, les 4 CAN gagnés, oui, mais t'as quand même 2 finales 2010-2015. Voilà, il y a quand même une tradition. Bon, ça remonte évidemment un petit peu, mais aussi pour les excuser un tout petit peu, t'as Thomas Partey, milieu récupérateur qui est absent sur blessure. Mohamed Kudus, qu'on annonce comme la star du Ghana, qui était absent. Donc là, j'avoue, on n'a pas l'info, mais peut-être une petite blessure. T'en sais plus, toi, sur Kudus, François? Bon, vous savez, avec ou sans. Le désespoir. François reste avec nous. Honnêtement, je vous dis les choses clairement. Franchement, avec ou sans, ça n'aurait pas changé. Et même avec Partey ou sans, ça n'aurait pas changé. Tant que les joueurs, ils n'ont pas l'envie, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexion entre eux. Voilà.
C'est Bon, triste. François, C'est triste, parce que pourtant, on espère quand même que tu as passé une bonne nuit. Et puis, on va voir pour les prochains ça matchs. va aller. Bon, ça va, tu rigoles, ça Oh, nous bon. rassure parce que c'était pas gagné. Hein. Merci, François. En tout cas, c'était Non, sympa. c'est pas gagné. Bah, c'est moi. À Allez, bientôt. bonne soirée. Salut, Merci, bonne au revoir. nuit. Oui, je voulais juste, avant qu'on parle des matchs de demain, qu'on écoute quand même Claude Leroy. On en a parlé tout à l'heure sur le public. Bon, oui, Claude Leroy, évidemment, il a fait presque autant de Cannes qu'il a. Donc, il connaît tout ça par cœur. Et il a été très surpris de l'ambiance au stade hier. Écoutez. Il arrive. C'est le temps que... Voilà. Peut-être qu'il n'arrivera pas, en fait. Ou... Si, on me dit qu'il va arriver. Donc, Claude Leroy, interrogé par Romain Duchâteau. Ah, dans 20 secondes, on me dit. On va peut-être l'écouter un peu plus tard. Alors. Bon, cela dit, il y a des problèmes. Alors, c'est toujours la même histoire à laquelle on dit, vu de l'extérieur, nous on a reçu des messages aujourd'hui de notre rédaction à Paris. Ouais, les stades sont vides. Mais les gars, réveillez-vous. À toutes les Cannes, il y a des stades vides. Pourquoi ? Parce que, le supporter nigérian, le supporter, je sais pas, équato-guinéen, il n'a pas l'argent pour venir. Voilà. 2, ici, le SMIC, c'est un peu plus de 100 €. Bon, même une place à 6 €, tu comptes ton argent. Hein. Et puis encore quand les gens qui le SMIC, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien. Donc, oui, effectivement, à la Cannes, les stades sont pas pleins. Ce qui n'enlève rien au charme de la compétition. Et en général, c'est plutôt plein quand l'équipe nationale joue. Écoutez Claude Leroy. L'ambiance catastrophique. On a vu 40 000 personnes, spectateurs hier et pas supporters. Moi j'ai été stupéfait de la léthargie du public ivoirien pour ce match d'ouverture. Or les joueurs ivoiriens, ils ont besoin de sentir tout un peuple derrière eux. Ça n'a pas été le cas pour ce match d'ouverture. Ils ont fait le job, ils ont joué comme il fallait contre une équipe pas terrible de Guinée-Bissau. Ils ont de la qualité, mais il va falloir qu'ils soient transcendés par leur public, ce qui pour le moment n'a pas été le cas pour ce premier match. Entièrement d'accord. Mais alors, moi, entièrement d'accord pour le coup. T'étais au stade quand même ? Oui, j'y étais. Parce que moi, à Trècheville, on l'a raconté hier soir, c'est des fous furieux, les gars. Donc s'ils mettent l'ambiance Il y comme a plus ça. d'ambiance dans les quartiers à Villeurbanne au stade. Ouais, Apparemment, t'es pas le seul à m'avoir dit ça, mais au stade, la cérémonie était incroyable. Pour le coup, je suis d'accord avec ce qu'on disait en début d'émission. Mais après, une fois qu'il y a eu le coup d'envoi, c'était une espèce de silence. Et pourtant, Fofana marque tout, donc on peut dire que ça va s'enflammer. Et en fait, non. On m'a tellement vendu. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis en Côte d'Ivoire, donc je découvre ce pays. Et moi, on m'a tellement parlé de l'ambiance, de l'enjaillement autour des éléphants. Et là, d'un coup, le coup d'envoi arrive et je me dis, mais c'est tout. Et d'autres personnes qui travaillent avec moi, qui ont fait le Cameroun. Alors, moi, je suis arrivé un peu plus tard au Cameroun il y a 2 ans. Ils m'ont dit, mais au moins, avec les Lions Indomptables, lors du premier match, on voyait ces marées comme ça arriver et cette fierté camerounaise qui s'exprimait. Là, même en avant-match, autour du stade, il faut dire qu'on est au milieu de nulle part. C'est un peu comme Olembe il y a 2 ans. On est à 3000 plombes du centre-ville. Ça, c'est encore un autre problème. Mais bon, on pourra en reparler une autre fois. Mais du coup, effectivement, l'ambiance était bien, mais sans plus. C'était, je veux pas dire que c'est comme le Parc des Princes certains soirs, mais bon, voilà. Bon, les matchs de demain. Ah oui, non, parce que là, attention, on va pas rigoler. Sénégal-Gambie, c'est le premier match demain en début d'après-midi. Vous y allez, les gars Absolument. Demain, Camille et Thomas ? Ouais, on va à Yamoussoukro pour voir les 2 matchs. Ouais. Bon, Sénégal-Gambie, c'est un derby. Vous ne l'ignorez pas. Pays qui s'appelait avant la Sénégambie. C'est tout dire. Une des rares enclaves du monde, d'ailleurs. Hein. Gilbert. La Gambie totalement insérée dans le Sénégal. Ouais, c'est vrai. Avec Monaco, pays d'origine de notre belle radio. Bon, match déséquilibré, Robert, à ton avis, très déséquilibré. Attention, la Gambie, mine de rien, on va dire que c'est un peu comme les équipes qu'on a vues aujourd'hui. C'est une nation montante, là, qui est capable de coups d'éclat, quoi. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis, si je me réfère encore un petit peu à ce qu'a fait le Sénégal, la dernière édition qu'ils ont gagnée, les débuts ont été un petit peu poussifs aussi. Donc il faut se méfier aussi de cette équipe gambienne pour savoir effectivement si elle va, vu ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que ça va leur donner des idées justement pour pouvoir embêter le Sénégal. Maintenant, le Sénégal, eux aussi, sont prévenus, champions d'Afrique en titre. À eux aussi justement de prendre le match par le bon bout, comme l'a fait la Côte d'Ivoire pour le match d'ouverture de cette CAN. Maintenant, te donner un pronostic ou quoi que ce soit, j'en serais incapable, mais en tout cas... Le Sénégal gagne pas, c'est un camouflé. Ça serait... non, mais bien sûr, ça serait une entrée en matière ratée.
Après, il y a eu des problèmes. En Gambie, il y a eu les problèmes de primes habituels, on va dire. Dans certaines sélections africaines, il y a eu ça. Il y a eu l'aller en avion où il n'y avait plus d'oxygène. Mine de rien, ça peut aussi te secouer quand même pendant quelques temps. Parce que le sélectionneur Tom Saintfiet, un Belge, a dit qu'ils avaient cru. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est pas la meilleure des prépas non plus pour affronter le Sénégal, quoi. On a Cab avec nous qui est supporter sénégalais au 32-16. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu es d'accord pour dire que si le Sénégal ne gagne pas demain, c'est un camouflet? Bah ouais, pour deux raisons. La première raison, c'est que on est quand même, enfin c'est un camouflet. Bon déjà, je pense que le but c'est quand même de sortir des poules. On sait très bien que dans les grandes compétitions, il y a toujours deux compétitions. À plus forte raison en Coupe d'Afrique où il y a qui sont quand même d'un niveau hétérogène dans les poules. Par contre, il y a deux raisons pour lesquelles c'est un camouflet. La première, c'est qu'on est quand même censé être meilleur que cette équipe de la Gambie, en toute humilité. Franchement, je pense qu'on a des joueurs qui sont supérieurs. On a une Coupe d'Afrique à notre actif, une finale à l'édition d'avant. Et la deuxième raison, qui est aussi très importante pour nous, c'est que c'est le derby quand même. Et c'est rare, un derby en plus en CAN pour le Sénégal et la Gambie, c'est rare. Ouais, ça va être sympa. C'est un vrai derby parce que c'est un pays qui est enclavé par le Sénégal. Enfin, la Gambie se trouve à l'intérieur du Sénégal. Pour les gens qui connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils ont une frontière avec le Sénégal et l'autre côté, c'est l'accès à la mer, à l'océan. Donc voilà, et ils parlent Wolof aussi, qui est un peu notre langue nationale. C'est deux pays qui sont très proches et c'est un vrai derby, donc il faut surtout pas qu'on perde contre eux, parce que sinon après on va se prendre de la vanne pendant des semaines, voire des mois. Voilà. Et, voire des années. Et pour bien lancer la compète. Après, camoufler, alors oui, je comprends pourquoi Gilbert tu dis ça, mais il faut quand même se souvenir que le Sénégal avait commencé la campagne victorieuse d'il y a 2 ans de manière très douce, on va dire, notamment les matchs de poule, le match face à la Guinée, le 0-0, mais ils avaient quand même réussi à garder cette sérénité au fur et à mesure jusqu'à arriver à l'objectif suprême qui était leur seul objectif, c'était de gagner la CAN. Ils l'ont fait, tant mieux. Et moi je trouve que le Sénégal, depuis ce sacre justement au Cameroun, apparaît beaucoup plus serein. Moi je les ai vus quand ils ont joué contre le Lens. Pardon, mais Aliou Cissé, je trouve pas super serein, moi. Je le trouve même tendu. Et il est très tendu aujourd'hui d'ailleurs en conférence de presse. Franchement, t'as raison Gilbert, je suis un peu d'accord avec toi. Qu'est-ce qui lui arrive en conférence aujourd'hui? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parce que en fait, nous, ce qu'on attend, c'est aussi qu'ils se lâchent, ces gars, parce que malgré tout, ils ont quand même ramené le titre qu'on attendait tous. Là, il y avait vraiment énormément de pression. L'autre moment où il y avait un peu de pression, c'était les qualifs pour la Coupe du Monde. Et là, on sent qu'il y a un vrai potentiel avec cette équipe. Il y a quand même des joueurs, ils sont toujours un peu sur la... On a comme cette impression qu'ils sont pas, qu'ils se lâchent pas, ils produisent pas un football exceptionnel là où on les attend. Et on a envie qu'ils se lâchent, on a envie de voir demain 5-0. Bon, après, à 15h, à Yamoussoukro, à 35 degrés, je pense que ça risque d'être compliqué. 14h d'ailleurs pour nous aussi. Voilà, 14h pour vous, à 15h pour nous, parce que moi, je vous appelle depuis Paris. Mais bon. Non, mais voilà, donc on a envie de voir vraiment une équipe qui se lâche, qui se donne à fond. Et puis voilà, si ça se passe pas trop mal au niveau des résultats, ça sera le un peu secondaire, quoi, je dirais. C'est pas ils vont pas rentrer au pays si la CAN se passe mal, on va leur en vouloir, on va leur dire vous avez fait de la merde, les gars. Voilà, moi il me faut un peu flipper, hein, les Sénégalais, parce que t'as la colonne vertébrale, Edouard Mendy, Koulibaly, Mané, ils sont tous partis en Arabie Saoudite. Ouais. Ils ont 2 pépites offensives. Ouais. Je rappelle qu'Aliou Cissé avait dit en son temps le haut niveau c'est l'Europe. À l'époque, il voulait pas prendre les gars qui jouent dans le golf. Maintenant, il a la moitié de l'équipe là-bas. Et surtout, je peux en parler de près, mais ils ont 2 pépites. Normalement, Ismaïla Assar et Iliman Ndiaye, pour l'instant, à l'OM, c'est plus que très compliqué. C'est plus que très compliqué. Alors ça, il a une grosse cote, grosse réputation au Sénégal, mais à Marseille, il a été nul pendant 6 mois. Alors, 4 buts de passe D, mais t'as l'impression qu'il réfléchit pas quand il a le ballon. Je trouve qu'on est un peu dur avec lui, ça, par rapport aux autres attaquants qui jouent à Marseille. Je trouve qu'il fait rien de moins bien. La saison, il est quand même arrivé là. Ça fait 6 mois qu'il est là. On sait qu'à Marseille, il y a toujours une grosse pression. Il a marqué un but de plus que Vitinha. Pas si mal. Hein. Alors moi, ce qui me surprend quand même, c'est que... Pas si mal, et en sélection, c'est un mec qui se surpasse aussi quand même pas mal. Il est souvent bon. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'Aliou Cissé soit aussi tendu, alors que si on regarde toutes les sélections, je parle des jeunes, l'équipe qui a joué la CHAN, la CAN U20,
ils ont tout gagné. Bah oui. Le Sénégal a tout gagné actuellement. Tu regardes le palmarès du Sénégal, ils ont tout gagné. Je vais même presque te dire, il a que l'embarras du choix, entre guillemets, pour pouvoir choisir, entre guillemets, les meilleurs joueurs pour composer cette sélection. Alors, ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs que l'on prend en sélection, mais il faut que tu crées un groupe. Je suis assez surpris qu'il soit aussi tendu. Alors, j'essaierai de lui poser la question s'il veut bien me répondre, mais il n'y a pas de raison d'être super tendu. Au contraire, quand on a dominé le continent africain dans toutes les catégories où il était possible de gagner, je pense qu'au contraire, tu dois avoir que l'embarras du choix avec un vivier extraordinaire côté sénégalais. Le plus dur, c'est de confirmer. Hein, ouais, c'est sûr, surtout que vu les derniers champions sortants à la CAN n'ont pas brillé, on pense à l'Algérie notamment, mais par rapport à Aliou Cissé, c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit tendu, et moi, mon reporter qui était à Yamoussoukro a été très surpris également. Après, il faut quand même préciser que Aliou Cissé et la presse sénégalaise, c'est quand même une longue histoire et pas toujours très rose. Ils rigolent pas. Non, ils rigolent pas. Ils sont. Donc on a un début voilà, d'explication. Je dis pas que c'est que ça, mais c'est un début d'explication. Oui. Et avant qu'il gagne le titre, il a souvent été très critiqué après Franceville, après la CAN 2017 notamment, extrêmement critiqué. Et ça, il a toujours dans un coin de sa tête. Et pour vous dire très rapidement, nous, quand il nous voyait à la CAN 2019, on l'a fait en one-to-one avant la finale, ce qui est quand même un privilège parce que aussi c'est très compliqué d'avoir des interviews. Presque plus heureux de parler à nous, presse internationale, qu'à la presse sénégalaise. Donc ça montre aussi à quel point. Donc si je lui pose la question, il va me répondre alors, vu qu'on a joué oui, je ensemble. pense. Oui, bah oui, il n'y a pas de raison. Bon, bah, ça va alors. Raison, Robert. Allez, dans un instant, le Cameroun et l'Algérie qui jouent également demain pour conclure notre After 4 du soir. À tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Qui d'autre que l'After CAN peut vous offrir à 2h21 du matin Aurélien Tirsin, Robert Malm, Karim Baldé, plus Thomas et Camille. Je vous le dis, personne. Oh, vous allez me dire, il n'y a personne d'autre à cette heure-là. Mais n'empêche qu'on le fait, nous. Voilà. Demain, l'Algérie et le Cameroun entrent également en compétition. Il faut qu'on en dise un mot. Alors, sur le Cameroun, le Cameroun, on a l'impression que rien n'est jamais simple au Cameroun. Hein. Là, il y a le psychodrame Onana. Il est dans l'avion. Alors, a priori, il ne jouera pas demain. Enfin, moi, je dis a priori parce que bon, je suis toujours un peu méfiant. Hein. Sait-on jamais. Il est très attendu. D'ailleurs, les autres gardiens de la sélection nationale doivent apprécier l'affaire, hein, entre parenthèses. Mais après, il y a Onana et les autres. Donc, oui, mais moi, je le considère comme top 3 des meilleurs gardiens du monde, Onana. Bon, pour ce que j'en pense, moi, de qualité de gardien. Maintenant, il a eu du mal à United au début, mais ouais, évidemment, sur le principe. Mais ouais, t'as raison, quand t'es remplaçant et que le gars, il arrive comme ça au dernier moment, tu respectes pas la compétition, pas le groupe. Après, voilà, si tout le monde est d'accord. Alors, ouais. Poser la question à Samuel Eto'o et puis à Rigo Bersong. Pourquoi avoir accepté aussi qu'Onana arrive aussi tard? Est-ce que c'est vraiment Manchester qui a mis une pression pour avoir son gardien et qu'ils ont cédé? Mais après, lui aussi, il a un passif avec la sélection. Hein. Il a déjà claqué la porte, ça s'est très mal passé. Et j'allais y venir. On avait l'autre jour un journaliste camerounais avec nous qui connaît très bien le dossier. Quand Onana signe à Manchester, il dit à Manchester, je n'irai pas à la CAN. Et donc 3 mois plus tard, il dit finalement j'y vais. Donc les mecs de Manchester, je peux comprendre qu'ils fassent un peu la gueule. Il dit attends, mais tu nous as dit quoi en fait quand tu as signé Tout à fait, Donc puisque c'est comme ça, faisons un deal. Nous on veut que tu sois là ce match. Mais, mais je suppose quand il signe justement à Manchester, il faut pas oublier l'épisode Coupe du Monde où il claque la porte quand même de la sélection en pleine compétition. Il dit à Rigo Bersong que c'est le pire entraîneur que j'ai eu dans ma carrière. Donc je peux entendre maintenant. Ouais, c'est quand même assez incompréhensible quand même. Voilà, cette largesse qui est accordée effectivement à Onana. Mais encore une fois, je répondais à un de vos confrères. Il faut vraiment poser la question à Samuel Eto'o et Rigo Bersong pourquoi ils ont effectivement accepté à ce qu'Onana arrive aussi tard. Et Aboubacar donc ne jouera pas demain également. Donc qui va jouer en pointe? Vous allez me dire en face, dans l'équipe de Guinée,
Guirassy, qui marche sur l'eau en Allemagne, ne jouera pas non plus. Là aussi, je mets quand même un peu de conditionnel parce qu'on ne sait jamais. On va dire que les dernières infos, en tout cas, faisaient état d'un forfait le premier match. Donc, que va-t-il se passer demain? On parle pas beaucoup de la Guinée. Non, et ça me fait mal au cœur puisque moi-même je suis guinéen d'origine. Donc, je salue tous ceux qui nous écoutent de Guinée, puisqu'il y a quand même pas mal d'auditeurs également en Guinée de l'after. Mais le problème du Sili National, notamment dans un groupe comme celui-là, c'est que clairement il est en dessous. Et j'entendais même Tom Saintfiet, le coach de la Gambie, qui disait oui, Sénégal, Cameroun, facile de se motiver puisque ce sont des grandes nations. En revanche, la Guinée. Et donc ça fait mal au cœur puisque la Guinée finalement. C'est même limite vexant. Oui, c'est vexant. Justement, c'est très vexant. Moi j'ai entendu ça hier à la télé. Tom Saintfiet qui ressemble furieusement à Jean-Guy Wallem. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais la Guinée, du coup, c'est vrai que c'est. En fait, le problème en Guinée, il y a plein de problèmes en Guinée, donc ce serait beaucoup trop long d'en parler maintenant. Mais il y a un manque d'effectifs. Je trouve que les joueurs qui sont censés être les cadres, soit sont blessés de manière récurrente comme Naby Keita, soit n'ont pas donné satisfaction comme Amadou Diawara, et puis il y a des joueurs absents comme Madi Camara également qui ne sont plus en sélection en froid avec le sélectionneur Kaba Diawara. Donc malheureusement, je vois pas trop la Guinée va. Je veux pas être le pessimiste de base avec le Sili National, mais comme je les suis depuis 2016, je n'ai pas vu une bonne campagne de la Guinée et j'ai pas l'impression que celle-ci sera meilleure que les autres. On verra demain. Alors l'Algérie, supporter de l'Algérie, ce soir, on n'a pas énormément de temps pour parler de l'entrée en compétition de votre équipe, mais demain soir, on prendra le temps avec des invités de faire une large page algérienne après le match face à l'Angola. Angola, pays lusophone, comme le Cap-Vert, comme le Mozambique. Faut-il y voir un nouvel axe puissant du football africain? Bon, l'Angola, très franchement, aujourd'hui, c'est une petite nation du football africain. Là aussi, ça semble très déséquilibré, Robert. Oui, c'est vrai que ça semble déséquilibré sur le papier. Encore une fois, la vérité du terrain est tout autre. Maintenant, l'Algérie, et puis avec Jamel Belmadi à sa tête, auront à cœur aussi d'effacer effectivement cette élimination désastreuse lors de la dernière CAN. Ils sont encore traumatisés. Je pense aussi, et puis cette élimination aussi à la Coupe du Monde face au Cameroun, qui reste aussi en travers de la gorge de tout le monde, et puis ça a créé un peu de problèmes, certaines polémiques, bon bref, jusqu'à ce que Jamel Belmadi se pose la question aussi s'il fallait qu'il continue ou pas. Voilà, des remises en question. Maintenant, Oussem Aouar a accepté de porter le maillot algérien. Pas mal effectivement de binationaux aujourd'hui composent cette équipe algérienne. On va voir ce que va faire effectivement Jamel Belmadi avec ces garçons-là. C'est toute l'inconnue un petit peu de cette équipe algérienne. Ouais, déjà les polémiques avec un drone, soi-disant, qui a survolé la séance d'entraînement, ce genre de choses-là. Voilà, tu vois, on a des choses dans lesquelles on perd de l'énergie, mais oui, l'Algérie normalement devrait remporter ce match. Écoutez, Riyad Mahrez, il la joue modeste. Voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs CAN, il y en a qui débutent, c'est leur première CAN. On a un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. C'est ça qui va décider le futur. Mais on ressent cette petite pression que ressent tout le monde, cette pression là en nous. On est confiant et on est prêt. Bon, voilà, une petite voix enrouée, un peu de miel peut-être. Ouais, mais petit coup de gueule, mais petit coup de gueule, pardon de prendre là-dessus, mais on a entendu la qualité sonore de cet extrait de la conférence de presse qui est désastreux. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de boîtier son. Alors c'est peut-être un peu technique, mais en fait, et c'est là, c'est le petit coup de gueule. Mais t'es contingence personnelle, mon petit Mais non, Karim. c'est pas personnel. Non, mais c'est qu'il y a des médias du monde entier comme RMC, comme plein de chaînes du monde entier, et la Confédération africaine de football est incapable d'assurer à toutes ces chaînes-là un son correct, une image correcte, une conférence de presse correcte. Et ça, à un moment donné, si on veut vraiment montrer l'Afrique dans toute sa splendeur, il va falloir qu'on s'améliore sur ce genre de détails-là parce que c'est pas la première CAN. Il nous reste 2 minutes. Moi, entendre Belmadi, on était à Alger début septembre, il nous l'a dit, il était avec nous dans la mission, il nous a dit « Ouh là là, nous, la CAN, on y va, on n'est pas du tout favoris, on y va vraiment sur la pointe des pieds, nanana. » Cinéma, oh, t'es l'Algérie, arrête un peu. Non mais
Les gars, et en plus, t'as des gars qui dans le panneau quand même. Qu'on rejoint l'Algérie justement. On parlait d'Awar, mais t'as Shaibi aussi. Bon, alors Gouiri, il est reparti, tous les il est blessé. supporters algériens veulent que l'Algérie gagne la CAN. Tu nous as annoncé le Brésil quasiment d'Afrique avec tous ces gars-là qui ont choisi l'Algérie pour les représenter. Donc, puis contre l'Angola, effectivement, là, il y a quasiment personne de connu ou en tout cas de grands joueurs. Bon, ça va rien dire. On a vu le Mozambique, mais effectivement, là, tu dois gagner, tu dois peut-être pas rouler sur le groupe, mais pas loin, quoi. T'as le Burkina qui est le voisin, la Mauritanie, ça devrait être facile aussi pour l'Algérie. Normalement, ça. Vacciné par la CAN précédente avec les matchs contre la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et pourtant il n'était pas passé. Ouais, dernier, 1 point. Exactement. Bon, ce sera demain, et demain soir on analysera tout ça dans l'After CAN. Les gars, merci d'être venus. Vous n'avez pas beaucoup parlé, hein, mais vous avez vu, il y a des... Je profite de 10 secondes moi, par rapport à la Guinée. C'est un petit bonjour à Julien Lugier, qui est le préparateur physique de la Guinée, qui est mon ami. Mais je connais Julien. Ah oui, on s'est croisés à Cherbourg. Exactement. Donc je vous souhaite bonne chance. On sera demain pour aller le voir et le soutenir. Et j'espère que la Guinée ira le plus loin possible. Donc toi t'es guinéen demain quoi. Ouais, j'ai le maillot, il m'en a récupéré un. Magnifique. C'est bon ça. Ça va être super. Continuez à vous régaler, puis vous repassez quand vous voulez nous voir pour nous raconter ce que vous avez fait. Merci en tout cas. Robert, on se retrouve très vite dans l'After CAN. Karim, encore bravo. Merci beaucoup. Mes amitiés au Premier ministre que tu connais. et puis Aurélien, demain pour un nouvel After CAN, demain soir à minuit, française en direct bien sûr. Et puis faites-le savoir autour de vous. L'After CAN c'est tous les soirs. Vous pouvez podcaster, donc parlez-en. On compte sur vous. Plus on est tout, plus on rit. Allez, à demain soir.